Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. C'est le moment de vous présenter notre segment Service à l'auto où on va jaser de sujets automobiles. Et cette semaine, c'est Carl Nadeau qui est pilote, animateur, cascadeur, expert en conduite Michelin que vous connaissez bien. Bonjour, Carl. Ça fait une grosse carte d'affaires. Oui, c'est ça. Ouais. Merci d'être avec nous. Et en ce moment, je sais que tu es très occupé avec tes conférences puis tes cours. Tu donnes des cours de conduite et on va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, parce que conduire dans le trafic, moi, je me suis dit, il doit y avoir des trucs pour éviter des accidents. On a remarqué que ça crée quand même pas mal d'accidents. Au cours des dernières semaines, des derniers mois, le fait d'essayer tu sais, il y a toujours des gens qui coupent l'autre. Bon. Et là, il y a des accrochages. Pas forcément des accidents graves, mais quand même des accrochages. Ben, c'est parce que l'accrochage va créer encore plus de circulation, donc ça augmente le cauchemar. Donc, patience, courtoisie, c'est un peu la base, mais on va en discuter tout amplement. À l'heure. Je profite pour donner nos numéros de téléphone 1-877-827-2346 pour joindre Carl Nadeau et pour lui poser vos questions en ce qui concerne la conduite automobile, entre autres. On va parler également de pneus d'hiver. 187 Cube Radio, isabelle@cube.ca pour nous joindre. Mais d'abord, je voulais qu'on parle, Carl, de ce dossier de JE qui va d'ailleurs être ce soir 20h à TVA, où là, on parle de la difficulté là, de remplacer certaines pièces de voiture. Pourquoi c'est si long, si difficile de trouver des pièces pour réparer des véhicules qui sont pratiquement neufs? Tu as déjà vu ça, toi, Carl? Malheureusement, oui. Là, c'est sûr qu'on ne peut plus utiliser l'excuse du COVID parce que pendant un temps, on disait, distanciation, les usines roulent au ralenti, puis on excusait beaucoup l'industrie parce que c'était un peu normal dans les circonstances. Là, aujourd'hui, ça commence à faire un certain temps que c'est passé. Donc, c'est sûr que tout le monde veut travailler beaucoup just in time. On essaie de garder le moins d'inventaire possible parce que, l'économie est difficile. On veut pas surstocker des pièces au cas, mais ça peut amener de sérieux problèmes. Puis aussi le fait que des fois, tu as beau faire tous les tests possibles et imaginables, quand les voitures sont lancées dans l'univers de la conduite, dans certains milieux spécifiques, ça peut arriver qu'il y ait corrosion à un certain endroit, des problèmes comme ça, et là, c'est pas prévu. Fait que c'est certain que de dire j'ai une pièce de remplacement, mais c'est la même, puis qui va faire le même problème, des fois, il faut aller en recherche-développement. Et ça va considérablement augmenter, parce que tu peux créer quelque chose qui devrait être une bonne solution. Encore faut-il la tester avant de la produire en série et là, de la distribuer. Exact. Des fois, on est un peu dur, puis message à tout le monde, même si vous criez après le directeur du service du concessionnaire, il prendra pas une barre de savon puis vous en faire une avec un canif la pièce. Là. Ouais. Il peut juste pas le faire. Il y a justement mon prochain invité, Richard Olivier. Il s'est intéressé à ce problème, Carl. Richard Olivier est reporter à JE. C'est son gros dossier justement parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des automobilistes qui doivent se battre et qui ont dû se battre pour obtenir des compensations de la part du concessionnaire. Richard Olivier est avec moi. Bonjour, Richard. Salut, Isabelle. C'est un gros dossier que tu sors aujourd'hui. Effectivement, Carl a raison. Si, avec la pandémie, on s'excusait chez les concessionnaires, autant aussi chez les fabricants, pour dire aux pauvres consommateurs qui étaient pris avec un véhicule, gardé pratiquement en otage dans la cour du concessionnaire, écoutez, on n'a pas les pièces, c'est la pandémie, c'est des questions de chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, la raison, elle est moins bonne. Et c'est ce qu'on raconte aujourd'hui. On a des histoires de consommateurs, entre autres, un consommateur qui a un véhicule neuf, c'est un exterminateur, et pendant 4 mois, son camion est dans son bureau, son camion est chez le concessionnaire, donc on lui prête bien sûr des véhicules de remplacement, mais ça va pas, ça fait pas le travail que du véhicule qu'il avait acheté à part prix à 100 000 $. Et là, souvent, ce genre d'histoire-là, il faut aller en cours pour se faire dédommager parce qu'il n'y a pas de loi pour nécessairement pour discipliner, actuellement, je reviendrai tantôt, mais pour discipliner les fabricants. On a aussi une autre histoire d'un homme qui a une flotte de camions. Vous allez le voir, c'est assez intéressant. Il y a sa flotte de camions, ça s'appelle les signaleurs du Nord. C'est dans les Laurentides, ce sont ces camions avec les flèches qui indiquent aux automobilistes de passer à droite ou à gauche. Il y a une flotte, donc, avec un de ces camions qui a une pièce qui fuit. Et si on ne la répare pas, mais ça va faire sauter le moteur. Alors, lui, il y a 4 camions qui a cette pièce-là. Et ça le désespère. On va écouter l'extrait de l'émission maintenant. Oui.
Pour régler le problème, il faudrait remplacer cette pièce. Une pièce que ni le concessionnaire ni GM n'arrivent à trouver. C'est bien marqué, là, par GM discontinué. Ça n'annonce rien de bon pour les autres camions semblables de la flotte. J'en ai 4 comme ça, de 2015-2016. J'ai au total 8 Colorado Canyon. Mais j'en ai 4 qui sont défectueux, qui ont ces pièces-là. J'en ai un actuellement qui ne peut plus rouler, puis les autres, ben je ne veux pas attendre qu'ils percent avant d'avoir la pièce. Ça fait 3 mois que je l'attends. Puis j'en ai pas. Le concessionnaire et le fabricant se renvoient la balle. Service à clientèle de GM, après un bout de temps, ils disent qu'ils ne s'occupent pas des pièces. Ils s'occupent juste du service à la clientèle, mais pas des pièces. Allez chez le concessionnaire. Je retourne chez le concessionnaire qui me dit que la pièce n'est pas disponible par GM. D'aller au service à la clientèle. Écoute, voilà, non, va pas là, va pas. Ah ben c'est pas nous, non, c'est l'autre. Écoute, Richard, ça n'a juste pas de bon sens. Les 12 travaux d'Astérix. Mais complètement, la Maison des Vues. Puis là, c'était quoi cette pièce en particulier, là? La Ether Hose, là? Pièce qui laissait passer du liquide refroidisseur là, pour le moteur qui était percé. Et le pauvre homme a fait des mains et des pieds pour trouver la pièce. Savez-vous où il l'a amené? Non? Ni GM, ni le fabricant qui l'a trouvé, mais à force de fouiller sur Internet, il a Dans trouvé une copie cour chinoise. Oh. Il l'a fait venir de Chine à un coût là, minime par rapport à tout le temps qu'il a perdu en laissant son véhicule dans la cour parce qu'il ne veut pas travailler. La bonne nouvelle, Isabelle, là-dedans, c'est que Québec a voté une nouvelle loi qui s'adresse, la nouvelle loi contre l'obsolescence programmée, puis il y a là-dedans un volet qui s'adressait directement aux automobilistes. Et on explique dans l'émission que à partir de 2025, le commerçant va avoir 10 jours pour informer le consommateur de la manière dont il va réparer le véhicule. Et si ça va très, très mal, là, eh bien, la loi prévoit des sanctions quand même assez intéressantes. Là. C'est-à-dire que le commerçant, le fabricant pourrait devoir remplacer le bien du consommateur s'ils ne sont pas capables de le réparer par un bien neuf, ou en tout le moins, il lui rembourser le prix. Donc, on comprend que les fabricants pourraient peut-être, selon l'APA, être un peu plus disciplinés. Parce que Carl a raison, avec la multiplication des modèles pour un fabricant automobile, là, eh ben, ça complique l'inventaire des pièces. On monte dans l'émission un pare-choc d'une Ford, d'un camion Ford, puis on comprend que là-dedans, il y a plein de gadgets, et non seulement il y a plein de gadgets, mais le même modèle a au moins 3-4 sortes de pare-chocs différents. Alors, quand on a un problème pour réparer le véhicule, ça peut devenir très, très compliqué. On explique ça. Et on explique aussi dans l'émission, parce qu'on a une autre histoire intéressante là, d'un gars qui a acheté une rutilante Jaguar au coût d'un peu plus de 100 000 $. Quand tu paies une voiture de luxe, tu t'attends à ce que ça roule. Mais la sienne a passé beaucoup de temps au garage, le moteur a sauté, le gars a plus confiance en son véhicule. Et on explique un peu ce que vient faire la loi antifraude. C'est une nouvelle loi qui a été votée par Québec, qui n'est pas encore en application, mais qui devrait aider les consommateurs à se défendre en cours. Là encore, il faut que tu ailles en cours. Il faut que tu ailles en cours supérieure, ça coûte cher. Donc, on n'est pas certain que, parce que si les sommes en jeu, dans ce cas-là, par exemple, c'est plus de 30 000 $, c'est plus de ce qu'il faut pour aller à la cour des petites créances. Donc, ça peut être compliqué et que pensent certains chroniqueurs, c'est que ça va pas changer grand-chose à tout ça. C'est pas ce que pense l'association. Mais voir si le monde va aller à la Cour supérieure. Franchement, Carl, t'irais-tu à la Cour supérieure pour te battre avec un constructeur? On va dire... Moi, disons qu'on n'a pas les mêmes avocats. Non, écoute, déjà. Puis il y a aussi l'histoire, Richard Olivier, du gars qui avait sa Bolt, dont la batterie... Mais oui, une autre histoire. Ben oui, mais ça, c'est pour te dire que ça pleut, les histoires de problèmes avec des pièces, dont des batteries de véhicules automobiles. Là, c'est avec une Bolt EV. Oui, oui. C'est ça, 5 fois sa batterie. Et le pauvre garçon là qui avait acheté ce véhicule-là parce qu'il devait faire beaucoup de kilométrage par semaine pour son travail, pour aller trouver ses enfants. Il vit à Hawkesbury, à cheval sur la frontière. Et donc, à plusieurs reprises, il a dû ramener son véhicule, on change la batterie, ça fonctionne pas, on l'a emmené chez un autre concessionnaire pour vérifier l'état des choses, ça fonctionne pas. Il a dû attendre des mois avant d'en arriver à un arrangement avec GM, et parce que pendant plusieurs mois, on lui a fait toutes sortes de montants farfelus pour reprendre sa véhicule avec laquelle, faut-il l'avouer, là, il avait roulé pendant 2 ans sans problème.
Mais n'empêche, quand tu paies un véhicule que tu as des mensualités parce que tu l'as acheté à crédit, tu t'attends à ce que ton véhicule d'abord fonctionne. Et puis s'il fonctionne pas, à tout le moins qu'on donne un véhicule électrique, ce qui n'est pas arrivé dans son cas. Donc c'est beaucoup d'argent là, qui est parti en fumée. On explique quels sont ces recours. Il y en a. Il y a le PAVAC. Il y a aussi il peut toujours aller en cours. PAVAC, explique rapidement, parce que tu vois, moi, je n'étais pas au courant. C'est un programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada. J'aurais aimé ça, utiliser ça à l'époque, parce que moi, j'en avais une bonne histoire. Tu aurais aimé ça, mettre ça dans ton reportage de JE, Richard. Ouais. Moi, j'ai eu une Mercedes à un moment donné, dont un SUV, là. Ça fait longtemps, je n'achète plus ça, ces affaires-là. Mais Mercedes, le moteur a implosé. Il paraît que c'était la première fois qu'ils voyaient ça au Canada. Écoute, j'avais pogné un vrai citron et il y a une loi anti-citron depuis octobre l'an dernier. Et moi, ça fait des années de ça là, quand je vous raconte ça. Et il y a ce fameux programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada. C'est 2 bons recours, ça, Richard. Oui, il y a la loi anti-citron, donc qui t'oblige à te rendre jusqu'en cours pour faire déclarer ta voiture citron. Comme je disais, donc c'est plus facile pour le consommateur de prouver qu'on a un citron, mais encore faut-il que ça rentre jusqu'en cours. Par contre, il y a aussi, vous avez raison, là, Isabelle, il y a le PAVAC. Le PAVAC, c'est un programme d'arbitrage qui a été mis sur pied par les concessionnaires automobiles, par l'industrie automobile, pour permettre aux consommateurs de se faire entendre par un arbitre indépendant. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller s'inscrire sur le site du PAVAC. C'est facile à trouver. Googlez PAVAC, vous allez trouver la page en question. Ouais. Et l'Association des concessionnaires du Québec affirme que c'est généralement réglé assez rapidement. Donc, il n'y a pas à attendre 2 ans, par exemple, son audience en cours. Là. On est capable de prendre une décision rapidement. J'ai pas évidemment le pourcentage de ceux qui gagnent, c'est l'industrie automobile, mais c'est à tout le moins une alternative. On permet de régler le problème puis d'avoir une compensation si le consommateur prépare bien son dossier. Écoute, ça fait réagir les auditeurs. Il y en a un qui me dit, sincèrement, je pense que ça a peut-être une incitation au vol d'auto, le fait qu'il manque de pièces. Il dit il y a des ferrailleurs qui ne doivent pas se gêner pour commander des vols, pour ensuite démonter les véhicules, pour aller prendre les pièces. Il y a déjà eu des reportages là-dessus, effectivement. Oui, ça, c'est un autre problème dont on a parlé souvent. Moi, je m'attarde davantage aux moyens légaux pour trouver la pièce qui manque. Là. Il y a des petits fins qui font ça, Carl. Oui, dans l'industrie, il y en a quand même pas mal. Et un détail pour le PAVAC, j'ai entendu beaucoup de dossiers que les manufacturiers et les concessionnaires n'étaient pas particulièrement enchantés. Ça veut donc dire que des clients ont gagné. Donc, même si le PAVAC travaille en collaboration, bien sûr, avec les concessionnaires, c'est un tribunal qui est vraiment impartial et la décision est, règle générale, finale. Donc, si on va là, il ne faut pas penser dire si je perds avec le PAVAC, j'irai en cours après. Non, il est trop tard. On a lancé ça dans l'univers et la décision va être finale. Mais souvent, si on a de bons arguments, si on a vraiment respecté le processus, on a des chances de gagner. C'est intéressant. En tout cas, c'est un programme gratuit là, qui est financé par les constructeurs automobiles. Et comme tu le dis dans ton article, Richard, le PAVAC nomme un arbitre, donc pour régler un différend entre le consommateur et le constructeur auto sur des vis d'assemblage ou avec la garantie du véhicule. Fait que c'est bien d'être au courant de ce genre de choses parce que des fois, on ne l'est pas, justement. Hey, on va tellement regarder ça ce soir à JE. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard Olivier. C'était un plaisir. JE ce soir, auto irréparable, 20h à TVA. Évidemment, Carl, on a vu également qu'il y avait eu un bond spectaculaire des fraudes liées à l'achat de pneus d'hiver. On parlait des fraudes, puis des gens qui volent des véhicules pour des pièces, puis ça, c'est un fait. Mais les fraudes liées à l'achat de pneus d'hiver... Ben, les gens sont de plus en plus créatifs. Puis, bon, en effet, si les gens volent des paires de bas dans un commerce, il y a des grosses chances que les pneus, c'est quand même un achat plus dispendieux. Une paire de bas, tu peux mettre ça dans ta sacoche, te pousser 4 pneus quand même. C'est un peu plus visible. Souvent, comment ils font c'est via Internet. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, avec une carte de crédit volée, commander des pneus. Et là, on sait que les ventes en ligne, c'est de plus en plus populaire. Si tu as un commerce puis quelqu'un t'appelle de l'Ontario pour commander des pneus, il a été référé par quelqu'un, il est content de mon service, et voilà, on fait la vente, et les pneus sont livrés souvent inter-province, puis de toute façon, les entrepôts centraux, des fois, il y a des entrepôts qui sont à Toronto ou ailleurs, donc ça coûte pas nécessairement, le pneu part pas de Toronto pour aller à Québec, puis retourner à Kingston après, donc des fois, il y a ce qu'on appelle du dropshipping, là, de la livraison directe, mais si c'est une carte crédit volée, des fois, le temps qu'on s'en rende compte dans le processus, les pneus sont livrés, c'est parti. Il faut faire
attention parce qu'il y a de la fraude aussi avec les pneus usagés. On a vu ça dans le passé, des gens qui allaient jusqu'à gratter dans les rainures du pneu pour approfondir les rainures, donc donner l'illusion que l'épaisseur du caoutchouc est supérieure. Ils vont donner la mesure du pneu en disant, bien, regardez, il reste 7/32e ou peu importe. Donc, le pneu est encore bien bon pour faire cet hiver. Il y a une façon de les prendre, ces petits coquins-là. Dans les pneus, si vous passez votre doigt dans la rainure ou que vous regardez visuellement, il y a des bosses. Ça, c'est les petites bosses d'usure. Donc, quand le crampon arrive avec l'usure près de ces bosses-là, le pneu est fini. Essentiellement, sa durée de vie est terminée. Donc, si vous voyez un pneu qui n'a plus ces petites bosses-là d'usure dans les rainures, c'est que quelqu'un a été vraiment gratté avec des couteaux chauds pour donner l'illusion que le pneu est moins usé. C'est incroyable, ça. Les gens sont créatifs. Il y en a même qui avaient tellement gratté qu'ils s'étaient rendus à la semelle du pneu et qui peinturaient littéralement à canette pour que le pneu ait l'air tout beau, tout noir, tout frais. Parce qu'on s'y connaît tellement pas en pneu. C'est à faire attention. On regarde ça puis on se dit, bon, ça a l'air correct. Là, tant que le pneu est pas lisse, mangé par l'asphalte, on se dit, ça peut voler. Puis les gens estiment que c'est tellement cher que c'est sûr que la revente en usagé est tentante. Oui, puis il y a des gens qui étaient bien insultés de la loi sur l'obligation des pneus d'hiver, ou à tout le moins des pneus approuvés pour l'hiver, alors que je pense que c'est la meilleure chose que le Québec a fait depuis longtemps. Mais ces gens-là disaient, tant qu'être obligé de mettre des pneus, je vais en acheter 50-100 $ usagés, puis tant que le pneu est approuvé, mais attention, là, c'est pas tout que le pneu soit approuvé. Il y a des dates de fabrication. Il ne faut pas que le pneu ait 10 ans, 12 ans, parce que le caoutchouc, essentiellement, se met à sécher, perd de ses capacités. Si c'est trop usé, on sait qu'un pneu usé, en hiver, c'est pas l'idée du siècle. Et les pneus d'hiver ont des lamelles. Donc, chaque bloc de caoutchouc a des petites lamelles découpées pour permettre d'avoir plus d'adhérence sur la glace, d'éliminer la petite fine couche d'eau, des fois, qui est entre la glace et ton pneu. Donc, si ça élimine cette couche d'eau-là, on va chercher plus de traction. Donc, si le pneu est trop usé, les lamelles ont disparu. Donc, le pneu n'est plus efficace. Complètement. Puis, en même temps, c'est majeur. Là. Les pneus, il faut vraiment faire attention à ça parce que c'est une question de sécurité sur le véhicule automobile en conduite. Est-ce qu'on sait quelle est la durée de vie moyenne? Je sais que ça dépend de la conduite de la personne. Si tu es tout le temps rendu les pieds sur le frein, c'est sûr que tu vas en brûler là, du caoutchouc. Mais en général, on change nos pneus tous les combien? C'est certain que ça va avec le nombre de kilomètres, ça va être beaucoup de choses. Bien sûr, et détail, les véhicules électriques, souvent, vont manger plus rapidement les pneus. Un, en facteur du poids un peu plus élevé de la voiture. Et deux, le fait qu'un véhicule électrique, la puissance est instantanée dès que tu effleures l'accélérateur. Mais quand on relâche l'accélérateur, la recharge, dans le fond de la batterie, ça crée, entre parenthèses, un effet de compression où est-ce que le pneu travaille en accélération et travaille en décélération. Mais tout ça pour dire que souvent, un pneu de très haute qualité, on va être capable de faire entre 3 et 5-6 hivers en conduite normale. Les pneus ne sont pas créés égaux. Il y en a qui, après 2 hivers, les performances crashent dramatiquement. Il y en a d'autres qui vont garder leur performance pendant toute la durée de vie du pneu. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a des pneus d'entrée de gamme puis qu'il y a des pneus haut de gamme. Et justement, est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher? Il y a des pneus vraiment pas chers. Puis tu te dis, je vais les changer plus souvent, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a quand même une différence après dans la sécurité, dans la façon de conduire, dans la sensibilité est-ce que le pneu fait une différence à ce point-là? Définitivement. Et le prix? Je comparerais ça à, dans le temps, on achetait des jeans Levi's, puis les jeans duraient 15 ans, puis tu peux en acheter des cheap, puis la deuxième fois que tu les mets, les gants te restent dans les mains. C'est un peu comme ça avec les pneus. Si tu paies pas cher, souvent, t'en as pour pas cher. Au terme durabilité, performance, puis performance dans toutes les conditions. Au Québec, on a des journées qui fait moins 30, pas une goutte de neige, mais le caoutchouc devient très, très dur parce qu'il fait extrêmement froid. Il y a des journées qui a épais de neige, de la slotch, de la belle asphalte. On se réveille une journée, mais il fait plus 5 degrés. Qu'est-ce qui se passe avec notre hiver? Il y a 15 degrés de différence d'une journée à l'autre. On a des conditions épouvantables au Québec. Donc, de prendre des pneus qui vont performer dans des petites catégories, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Puis, il y a tellement d'autres endroits où est-ce qu'on peut couper. Je regarde les gens qui, des fois, des amis, on discute, on parle de qualité de pneus, ces choses-là de sécurité.
Puis on regarde des endroits où ils peuvent couper, ça coûte 180$ par mois de TV, de câble. Le cellulaire, il arrête tous les matins se prendre un café. Le linge, là, ça fait 3-4 fois que j'ai mis ces pantalons-là. Là, alors qu'on roule sur nos pneus tous les jours. C'est votre vie, la vie de vos enfants. On va grappiner là-dessus. Là. Oui, j'ai un peu de misère des fois avec le principe. Je peux comprendre que des gens ont vraiment de la misère. Puis c'est pour ça qu'il y a des pneus. C'est parce que t'en as 4 à changer. Puis si c'est 500$ le pneu, ça te fait, il faut que tu sortes 2000$ d'un coup. Là. Et ça nous amène au choix de véhicule. Quand on achète une voiture, des fois, c'est bien merveilleux. La voiture est en 20, 21, 22 pouces. Les gros pneus, on trouve ça beau. C'est vrai que c'est superbe, mais il faut penser des fois que plus que le pneu est exclusif d'une dimension qui est plus rare, plus que potentiellement le pneu va coûter cher. Donc, des fois, quand on choisit notre voiture, on peut avoir une voiture plus neuve, par exemple, un petit Corolla ou des choses comme ça pour une famille qui ne coûtera pas cher, qui va être fiable. Les pneus vont être plus petits. Donc, tous les consommables vont coûter moins cher. Alors que des fois, les gens vont dire, ouais, mais pour le Prestige, je vais me prendre un auto de 3-4 ans usagé, beaucoup plus haut de gamme. Ça va me coûter, en théorie, le même paiement, oui. Hey, moi, ça, vos consommables vont monter. C'est tout vrai ce que tu nous dis, Carl Nadeau. Puis quand tu dis voiture de Prestige et tout, que les gens se payent. Et moi, je suis tellement plus là. Moi, je veux tellement plus payer cher pour une auto. Là. Je veux juste qu'elle se rende où j'ai besoin d'aller, tu comprends? Fiable, pas compliqué, bonne valeur de revente. Exactement. Et que les pneus ne me coûtent pas un bras. Et c'est vraiment ça, là. Et aussi, je pense qu'il faut, on en parlait l'autre jour avec Antoine, justement, et il disait, en Europe, entre autres, c'est beaucoup plus des petits véhicules compacts, alors qu'ici, on est encore dans le gros char, le gros pick-up, avec des gros pneus, justement. Ça a un coût, ça. Écoute, il y a des gens qui demandent, justement, est-ce que tu as des pneus à conseiller, tu sais, quelqu'un, bien évidemment. J'allais dire, des pneus à vendre, non, j'en ai pas. Non, moi, j'en ai quand usagé, mais bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens là-dessus, là, quand ils magasinent le pneu? Parce que là, il y en a plein là, qui magasinent. Ils se disent, bon, il faut que je change mes pneus. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je choisis? C'est quoi les critères qu'il faut regarder, là? Bien, à la base, là, il y a une analyse à faire avec c'est quoi notre véhicule, c'est quoi notre conduite. Des gens, des fois, disent « Ah, mais j'ai vu que telle grandeur est un peu moins chère, ça devrait faire sur mon auto. » Il faut faire attention parce qu'avec les systèmes de contrôle de traction, contrôle de stabilité, les freins ABS, si on joue trop avec la dimension, ce qu'on appelle la dimension hors-tout, donc du sol jusqu'au haut de notre pneu, faut respecter un ratio, puis c'est très important de le faire. On suggère toujours d'y aller avec la dimension qui est inscrite dans la porte de votre véhicule. Donc, quand on ouvre la porte, il y a l'étiquette avec les grandeurs de pneus. On suggère de remplacer par la même grandeur. Il y a des années, c'était différent parce que, bon, si tu voulais un pneu efficace dans la neige, il fallait que ton pneu soit un petit peu plus mince. Là, c'est fini. Avec les nouvelles technologies de pneus, dans le pneu de qualité, on n'a plus besoin de faire ces compromis-là. Moi, je suis un analytique dans la vie, autant sur... je suis un ex-émotif qui s'est soigné, un peu comme toi. Donc, moi, je regarde la durée dans le temps. Puis, il y en a qui disent, je vais acheter un pneu qui va être dur, fait qu'il va durer 5-6 ans. Moi, je regarde la performance, la sécurité. J'ai 2 enfants en arrière. Je veux que ça soit sécuritaire. Moi, mon choix, c'est le Michelin XS Snow, juste pour sa polyvalence, sa longévité, puis sa performance vraiment dans toutes les circonstances. Mais souvent, ils disent il y a comme 3 tiers dans les pneus. Il y a vraiment entrée de gamme, il y a le milieu de gamme correct, beau, bon, pas cher, qui fait le travail, mais qui est quand même de qualité, puis il y a le haut de gamme. Moi, j'ai tendance à viser pour des éléments de sécurité essentiels dans le haut de gamme de façon systématique. Ça ne veut pas dire que mon auto, j'ai un badge d'un manufacturier super prestigieux, non. Mais ça veut dire que les éléments qui affectent directement ma sécurité, je ne fais pas de compromis. Oui, c'est ça. Tu lésines pas sur la qualité des pneus. Non. On pose ça quand, rapidement? Parce que là, il y a des garagistes qui nous font des offres. Est-ce que mois d'octobre, c'est pas un peu tôt pour poser ces pneus? Bien, c'est toujours un dilemme parce que ça va, 1, avec la température, mais 2, avec la disponibilité des ateliers. Le trouble, c'est que plus qu'on attend pour prendre un rendez-vous, plus ça va être plein partout dans les ateliers. Donc, c'est bon de sécuriser un rendez-vous. En théorie, quand la température flirte avec le point de congélation là, pendant plusieurs jours consécutifs, c'est le temps de mettre les pneus. Si vous avez sur votre auto une voiture sport, des pneus vraiment haute performance d'été qui ne sont pas cotés 4 saisons,
en bas de 10 degrés, vous commencez à jouer avec le feu pas mal. Si vous avez des bons pneus de 4 saisons de qualité jusqu'au point de congélation, votre niveau de sécurité est très, très, très bon. Mais en bas du point de congélation, les 4 saisons vont durcir et perdre la performance. Merci, Carl. Tu restes avec nous, bien sûr. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Tout de suite après, tu vas nous dire comment ajuster notre conduite pour aller jouer dans le trafic et pas perdre les petits nerfs. Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Je suis en compagnie de Carl Nadeau, pilote, animateur, cascadeur, expert en conduite. Les sujets qu'on a abordés au service à l'auto font beaucoup réagir. Il y a quelqu'un qui dit que sa fille a eu sa voiture la semaine dernière après un accrochage qui est arrivé en février. La compagnie d'assurance a payé 2 mois de véhicule de remplacement, puis après ça, plus rien. 7 mois et demi pour réparer un accrochage, j'imagine. Puis il y a quelqu'un qui dit aussi sur les pneus, je suis souvent sur la route, pas le temps de vous compter tout ce que je vois, mais ça serait à peu près temps que le monde commence à rouler avec des pneus gonflés. Alors voilà, les messages sont faits, puis tu me disais que tu étais bien d'accord avec ça. 100% d'accord. Les pneus, en théorie, là, une fois par mois minimum, on devrait vérifier la pression des pneus, puis attention, il y a un pneu de rechange caché dans le coffre ou en dessous de l'auto. Tant qu'à vérifier la pression, ça serait le fun de savoir que le pneu de rechange n'est pas à plat. Exact. Je voulais qu'on parle de la conduite, qu'on doit adapter notre conduite, Carl, au fait d'être dans la circulation. J'ai été témoin de plusieurs accrochages dernièrement, puis c'était dans des zones où il y avait des cônes, où tu vois que deux rues soudainement, ou 2 voies n'en font qu'une, puis là, les gens sont tellement polis par les temps qui courent qu'il n'y en a pas un qui veut laisser passer l'autre, c'est qu'ils viennent t'accrocher, puis finalement, ils finissent par se toucher. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Outre respirer puis partir plus tôt. Exact. Parce que ça, c'est une chose. Souvent, les gens partent à la dernière minute. Ils planifient leur trajet selon l'hypothétique temps de déplacement. Puis la vérité, c'est qu'à Montréal, ou bien partout, pas mal partout ailleurs, on l'a vécu ce matin. Le temps de déplacement est multiplié. Un invité qui ne s'est pas rendu. Le plus gros problème que je vois, outre les autos en très mauvais état, les pneus sous-gonflés, c'est que les gens regardent quelques pieds en avant de leur auto. Fait que le problème, c'est que quand ça part de 2 voies puis ça revient à une, à la dernière seconde, ils sont tous étonnés de voir que leur voie est en train de se fermer. Et là, ça va cow-boy, puis ça force le passage, puis souvent sans clignotant, sans regarder. Donc, essayez de prévoir un peu. C'est drôle, moi, mais quand ça va restreindre de 2 voies à une, je le sais 500 mètres d'avance. Et pourtant, je ne suis pas Superman. Je fais juste lever les yeux et miraculeusement, tout se passe au ralenti autour de moi parce que j'ai le temps d'analyser cette information-là. Il faut anticiper, en fait. Anticiper, mettre ses clignotants. Ouais. Et bon... les clignotants. Dis-nous donc où c'est, ça, les clignotants sur notre voiture. Ça va prendre un cours. D'après moi, il y a des véhicules qui ne l'offrent plus. Ça doit être un... C'est-tu pas comme facile. Une pièce ou un truc complémentaire? Des fois, je me dis que oui, mais ce qui m'agace, c'est que le message qu'on passe, ceux qui utilisent les clignotants vont continuer de l'utiliser et ceux qui les utilisent pas ou qui accélèrent quand quelqu'un met son clignotant pour fermer l'espace, je pense pas qu'ils vont changer de comportement parce que leur personne est tellement importante que le monde entier autour n'a pas d'importance. Mais je vous dirais, pour le respect, pour éviter d'arriver à la maison tous les soirs en disant « j'ai été victime de rage au volant encore aujourd'hui », c'est sûr, si tu ne mets pas ton clignotant, si tu roules 70 à gauche sur l'autoroute, si tu coupes tout le monde de façon inconsidérée, peut-être qu'à tous les jours, tu vas avoir une vilaine histoire de t'es une victime de rage au volant. Ça peut arriver. Mais si tu en as à tous les jours du monde choqué après toi, c'est peut-être toi le problème. Exact, c'est un bon point. Puis, est-ce que vous avez déjà été témoin justement de ce genre de choses? Est-ce que surtout, c'est ça qui m'intéresse de savoir, vite, là, appelez-moi tout de suite si vous voulez partager ça, 1-877-827-2346, isabelle@cube.ca. Est-ce que vous adaptez votre conduite à cause de la grande congestion qu'on vit là, sur la route? Êtes-vous conscient que vous avez à adapter votre conduite parce qu'on est dans des zones de cône? Des fois, les zones de cône, on les voit pas arriver parce que les cônes, c'est soit ils émettent là, sur 5 km quasiment avant que tu arrives à l'enjeu, ou alors c'est juste là, puis t'as comme pas le temps de te mettre sur l'autre voie, que tu es déjà quasiment dans un cône. Il n'y a pas toujours des signaleurs. Heureusement qu'il n'y en a pas toujours dans ces cas-là parce que les pauvres signaleurs qui se font haranguer, qui se font insulter quand ils se font pas frapper, justement. C'est épouvantable. Ça, c'est un des emplois les plus dangereux. Complètement. Puis un détail aussi
aussi, des fois, c'est qu'on va suivre un camion qui va nous couper la visibilité. Et si ce camion-là tourne à la dernière minute ou freine à la dernière minute parce qu'il vient de se rendre compte que la voie se termine, bien, on est un peu victime de l'effet accordéon derrière. Et ça se peut que si le camion freine fort à la dernière minute, nous autres aussi, on freine fort. L'autre est sur le cellulaire en arrière. Ah, ben là, regarde. Et c'est nous autres qui se retrouvent victimes. Je lis justement à l'instant un texto d'un auditeur qui dit « Lâchez vos maudits appareils cellulaires. Je travaille sur la route. Au moins 3 personnes sur 5 sont sur leur cellulaire. Ils regardent pas la route. » Oui, c'est pas chic. Au même titre que quand la lumière tourne verte, des fois, on aurait le temps de passer 15 autos pour tourner à gauche à une intersection. Il y en a 2 qui passent parce que le premier est en train de finir son texto. Puis, Oui, là-dessus, je rajouterais toutefois que, tu sais, quand ça vient de changer au vert, klaxonne-moi pas dans la seconde écart, s'il vous plaît. Laisse-moi une chance. C'est pas toutes les bolides, tu sais, on n'a pas tous des Ferrari qui partent sur un... Tu sais, comment... Ben, moi, je vois ça de 2 façons. Vas-y donc. Si tu as le nez dans ton cellulaire, t'es certaine que je vais te klaxonner. Ah ben non, si mais là, t'es c'est concentré en mais avant... moi, je touche pas à que, ça, t'imagines? Ben, ça serait plate, une photo de toi dans le journal. Mais non, mais moi qui gueule contre le monde qui ont leur cellulaire, t'imagines? Je touche pas à ça. Je suis en train tout le temps de dire « Hey, touche pas à ton cellulaire. » Ben, surtout qu'on peut dicter texto aujourd'hui. Complètement, En m'en venant ici, je parlais non, avec... mais t'as même pas le temps de toucher. Tu peux pas toucher ton appareil. Non, c'est ça. De là, pourquoi on peut te demander par vocal aux voitures modernes et on dicte nos messages, puis merci, bonsoir. Là. Exactement. On est concentré sur la route. Exactement. Mais donc, finalement, ça revient, Carl, à dire... on avait de temps en temps fait une espèce de petite chronique avec Isabelle Perron qui s'appelait « Prends ton gaz égal » pour dire aux gens « Calmez-vous. Calmez-vous dans votre voiture. » Ça revient à ça, finalement. Je pense que c'est le conseil le plus important. C'est le conseil le plus important, mais le plus dur à appliquer. Pourquoi? Ben, tu sais, on a beau être plein de toute la meilleure volonté du monde, mais quand tu es dans la circulation et que tu es capable de voir toutes les imbécilités qui t'entourent, faut que tu sois vraiment zen, des fois, pour arriver quand même au bureau souriant. Moi, j'ai une déformation professionnelle. J'enseigne ça, la conduite, la sécurité routière. Donc, voir quelqu'un qui zigzague ou qui a 2 roues sur le bord de l'accotement parce qu'il est dans son téléphone, ça vient me chercher, là. Oui, exactement. Il y a un auditeur qui vient d'appeler, qui dit « Bienvenue à Conville. » Toutes c'est ça, des champions. Des champions volants. Non, mais c'est ça, faut réfléchir, il faut se calmer les petits nerfs, prendre notre gaz égal, puis se dire que si la personne à côté veut vraiment vous couper, moi, c'est ce que je me dis maintenant, puis ça a vraiment changé ma vie. Ben, j'avais tendance à me fâcher, là, à me dire, ben voyons, là, tu sors de ta voiture après avoir fait 3 quarts d'heure dans la circulation, t'es frustré, tu te dis, ben voyons, toute une gang de gnochons, mais c'est juste que peut-être que la personne est plus pressée que toi, tu vois. Donc, on a un auditeur rapidement. Bonjour, Daniel. Oui. Oui, on vous écoute. Moi, quand ça fait 50 ans que je conduis, et puis quand je suis la première à la lumière verte, je ne passe jamais tout de suite. Je regarde à gauche ou à droite en cas qu'il y en ait un qui décide de passer vite. Parce que je me souviens, il y a quelques années, je sortais d'une entrée, puis ma lumière est venue verte, mais je suis pas partie tout de suite parce qu'il y a un cycliste là, qui a passé à toute vitesse en face de moi. Et si j'avais parti à lumière verte direct, vous l'auriez frappé. Ben oui, je l'aurais frappé. Merci beaucoup, Daniel. C'est un sage conseil. Moi, j'avoue que je fais comme Daniel. Maintenant, je prends pas de chance. Tu sais jamais. S'il y a un cycliste, s'il y a un automobiliste qui a son cellulaire au volant. Mais alors donc, calmez-vous, klaxonnez pas juste parce qu'elle est verte. Là, puis c'est pas parce qu'elle est verte qu'il faut que tu y ailles. Ça veut juste dire que normalement, t'aurais le droit d'y aller. Mais s'il y a un piéton qui traverse, là, écrase-le pas. Voyons, c'est comme une évidence. Je peux vous dire, le meilleur truc que j'ai trouvé, je pars systématiquement, passablement plus tôt. Puis je me rends compte, j'arrive à destination 15-20 minutes d'avance. Pas mal moins stressé. Là, je sors mon cellulaire. Est-ce que j'ai eu des courriels? Est-ce que j'ai eu des affaires? J'ai le temps de tout mettre en ordre. Si c'est pour un meeting, j'ai le temps de le préparer. Tout va bien. Carl Nadeau, merci beaucoup. Ça finit bien ce segment. Carl Nadeau, pilote, cascadeur, expert en conduite Michelin. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir.